Aujourd'hui, dans Business Seat, nous recevons Jean-Michel Javot. Et oui, Sophie, le président du conseil d'administration de Meusinvest, vient nous parler de business et du standard. Jean-Michel Javot, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Et merci de l'invitation. Alors, vous êtes le président de Meusinvest. Ça consiste en quoi finalement? C'est faire de la représentation, une coupe de champagne à la main dans les cocktails, les dîners? Aussi, mais pas vraiment. Et donc, en fait, je suis président du conseil d'administration de Meusinvest, à ne pas confondre avec les équipes qui travaillent au quotidien et qui sont vraiment brillants d'ailleurs et qui accompagnent les 350 entreprises qui sont dans le portefeuille de Meusinvest. C'est énorme. Et donc, il faut savoir que Meusinvest est au capital de 220 de ces 350 sociétés. Notre objectif, c'est de permettre aux entreprises qui ont un potentiel de croissance de croître. Mais vous dire effectivement qu'on vient de fêter les 30 ans de Meusinvest, qu'on a eu des chiffres ici, on a encore investi près de 70 millions cette année, c'est-à-dire c'est 10 fois plus qu'il y a 8 ans, et donc c'est vraiment important pour l'économie wallonne. Justement, sur les chiffres, Jean-Michel Javot, donc vous êtes un homme d'affaires maintenant, c'est quoi le chiffre d'affaires de Meusinvest et qui sont les actionnaires derrière Meusinvest? Donc ça ne marche pas uniquement en chiffre d'affaires. Vous savez que nous recevons des moyens de l'Union européenne, et donc via les fonds structurels. Combien? Nous avons à peu près 100 millions. Nous avons en tout presque 350 millions de moyens d'action globaux, et on investit par an entre 50 et 80 millions l'année dernière, ce qui est énorme, en sachant que Meusinvest, il y a encore 8 ans, ça tournait autour de 7-8 millions par an. Et donc, il y a plusieurs façons d'intervenir. Soit on rentre au capital des sociétés, soit on fait des prêts à ces différentes sociétés. Il y a aussi eu, à un moment donné, des prêts court terme pour faire des crédits ponts au moment de la crise bancaire, mais on en fait beaucoup moins. Mais comme je vous disais aussi, Meusinvest est fortement diversifié. Alors, vous demandiez qui étaient les actionnaires. Donc, des fonds européens, vous disiez, mais aussi? Oui, il y a aussi des moyens de la région wallonne, donc du gouvernement wallon, via le plan Marshall notamment. Et puis, nous avons aussi des actionnaires, effectivement. Alors ça, c'est aussi la nouveauté. Meusinvest, c'est fortement ouvert. Maintenant, il y a plus de privé que de public à l'intérieur de Meusinvest. Et donc, par exemple, nous avons les 4 banques, enfin 4 des grandes banques, donc CBC, ING, BNP Paribas Fortis, et nous avons évidemment Belfius. Nous avons Etias, avec Philippe Lallemand, qui est président du conseil d'administration. Nous avons aussi Stéphane Moreau, qui est président du conseil d'administration via le groupe. Et puis nous avons 4 privés, 4 grands patrons. C'était important pour nous pour faire du réseau. Donc nous avons François Fornieri de Mitra. Il y a Bruno Venanzi de l'Empiris, qui est président du conseil d'administration. Per Meyers de CMI, qui est d'ailleurs vice-président le comité d'audit. Et nous avons Philippe Lassen de l'AFN. Donc on a un conseil d'administration avec aussi des représentants des syndicats et avec aussi du lourd, parce que des solides, Laurent Burton par exemple, la présidente de l'Union des classes moyennes de la région liégeoise, et Jocelyne Piette, ancien ministre. Donc ce qui permet d'avoir vraiment beaucoup de talent autour de la table. Est-ce qu'on peut avoir un exemple concret d'un projet que vous avez soutenu, qui a réussi, dont vous êtes particulièrement fier? Il y en a beaucoup. Si on doit en citer un. Un seul, il y a Procoplast pour l'instant, parce qu'on vient de faire un partenariat aussi avec OBI, qui est l'invest de la communauté germanophone. Procoplast, c'est une société qui était principalement en Chine, qui fait des composites, c'est notamment les start and stop sur les BMW, vous voyez, donc pour l'environnement. Et là-bas, ici, ils viennent de rapatrier toute leur chaîne de production à Eupen. Et donc, on construit un nouveau bâtiment. À chaque fois qu'ils ont le marché, ils ont le monopole pratiquement du marché pour des marques allemandes, mais à chaque fois, on a besoin d'investir pour des machines très, très spécifiques. Et on voit qu'on délocalise de la Chine vers Eupen pour l'instant. C'est une des belles sociétés pour l'instant, mais nous avons aussi pour l'instant énormément de start-up qui sont en train de grandir et beaucoup de biotech, plus de 100 start-up qui sortent, des spin-offs qui sortent de l'université. Donc beaucoup de projets qui fonctionnent, dont vous êtes fiers, mais aussi peut-être des échecs. Il y en a eu dans l'histoire. Vous savez, on raconte souvent que VS, par exemple, avant de devenir une success story partout en Belgique, il y a eu 4 échecs avant de devenir une grande success story. Et c'est important d'avoir le droit de se casser la figure. Et donc ça, c'est important. Mais ce qui est très, très important aussi, c'est de se diversifier. Au début, Meusinvest, c'est la reconversion industrielle. Donc ça veut dire on est en pleine crise du bassin sidérurgique et on va mettre des moyens, 25 millions de francs belges à l'époque, pour pouvoir aider la reconversion. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est aussi bien dans de l'immobilier, mais aussi dans des biotech, aussi bien dans la chimie, aussi bien dans des services et aussi bien justement, dans la vite, on a le droit de se casser la figure en affaires. Est-ce qu'on a assez l'esprit d'entreprise à Liège, en région liégeoise? Quand on compare par exemple au Brabant wallon. Oui, moi je pense qu'il y a 2 choses. Et donc d'une part, c'est vraiment une des choses dont je suis le plus content. Vous vous souviendrez que dans une autre vie, je faisais le tour des conseils d'administration, des écoles avec le président de l'Union wallonne des entreprises pour donner l'esprit d'entreprendre, y compris dès la fin de l'école primaire, dès l'école secondaire, parce que je faisais partie d'une génération... Et donc on est assez entrepreneur à Liège? Je faisais partie d'une génération à qui on disait il faut travailler pour patron, attention, si vous faites faillite, c'est compliqué pour votre famille. Ici, il y a vraiment eu, moi je le vois avec notamment
notamment à Liège, avec les jurys HEC entrepreneurs qui ne sont pas réservés aux étudiants des HEC. C'est ouvert à tous les étudiants en haute école, dans les universités. On voit chaque année qu'il y en a de plus en plus qui créent leur société pendant qu'ils sont encore aux études. C'est ces fameuses start-up dont je vous parlais. Nous venons d'être retenus comme district créatif dans Wallonie Créative. Et donc, on voit un foisonnement pour l'instant. Vous avez vu les drones sans ailes, avec l'histoire d'Enrique Iglesias. On est en train de voir Student & Go, qui permet de créer des emplois pour des étudiants qui sont aux études. On a plein de start-up qui sont en train d'exploser. Aldento, les sœurs Goffard, c'est très connu, c'est des pâtes aux insectes. Et donc, c'est en train de grandir. Donc, moi, je suis très content que justement les écoles ne forment plus uniquement des financiers ou bien des personnes qui sont capables de gérer, mais qui créent aussi des entrepreneurs qui prennent des risques. Et c'est ça qui est important avec ceux qui sont dans le conseil d'administration de Meuse Invest, c'est que nous avons des personnes là-bas qui ont pris des risques à un moment donné. François Fornieri, vous savez, vous en parlez très souvent, mais c'est probablement une des grosses histoires d'industrialisation pour l'instant en région liégeoise. Alors, la Wallonie, on nous dit que ça va mieux, que le chômage baisse, mais finalement, si le chômage baisse, c'est aussi parce qu'il y a les exclus du chômage. C'est pas terrible en Wallonie pour l'instant quand même. C'est vrai. Alors, c'est pas terrible, je ne suis pas d'accord avec le constat. Il y a deux bonnes nouvelles. La première, c'est qu'on arrête la guerre entre les différentes régions. Vous venez de faire une comparaison. Liège, Charleroi, quand même, c'est pas toujours. Oui, mais je vous ai lu. J'ai lu les causes qui viennent de faire le comparatif entre Liège et Charleroi. Mais vous aurez vu la conclusion. La conclusion, c'est la même chose. C'est les 30 ans de Sambre Invest la semaine prochaine. C'était les 30 ans de Meuse Invest. Ils étaient là, nous serons là de plus en plus. Donc, vous dites la guerre de bassin. Va bien. Donc, je dis en tout cas qu'il y a une volonté via le plan Marshall qui est de pouvoir travailler ensemble dans les différentes régions avec nos forces, de ne plus être en concurrence. Et on l'a bien vu. Il vient d'y avoir un colloque. Je ne vais pas être trop long, je vous rassure. Il faut que ce soit dense à l'interview. Mais on vient d'avoir un colloque où on montre que lorsqu'il y a une union des forces vives, des différents partis politiques, mais aussi des acteurs, des représentants de l'entreprise et des représentants syndicaux, que ça permet d'avoir une vision à long terme. Donc le plan Marshall a permis de serrer les secteurs où on est bon et de pouvoir y mettre plus de moyens, de pouvoir soutenir aussi la recherche. Mais par contre, vous avez raison sur un point, le gros point noir reste l'emploi. Ça, c'est vraiment un objectif, c'est-à-dire que nous avons beaucoup plus d'entreprises créées, des entreprises qui durent, ça c'est une bonne nouvelle, il y a eu un gros soutien au management, mais on ne crée pas assez d'emplois. Pourquoi ? Parce qu'on a énormément de petites entreprises qui atteignent le break-even, qui réussissent bien leur parcours, qui sont dans une niche en Wallonie ou bien en Belgique, qui ne sont pas encore vers l'exportation ou bien qui n'ont pas suffisamment de levée de fonds. Parce que c'est pas évident de monter sa petite entreprise. Et c'est justement, la montée, ça va encore. Quelque part, on en voit beaucoup qui réussissent. Alors. Non, la seule chose, c'est de grandir. C'est justement pour ça que Meuse Invest travaille, mais qu'on a créé aussi des fonds avec d'autres partenaires privés. On vient encore de faire le fonds Epimed, parce qu'on a par exemple des petites startups géniales, enfin des spin-offs plutôt, qui sortent de l'université et qui sont dans le secteur de biotech. Ce sont des produits de rupture, c'est vraiment révolutionnaire, mais ça demande des investissements, attendez, mais ça demande des investissements gigantesques en 2 millions et 5 millions pour pouvoir aller vers l'histoire. Ça prend du temps et c'est là alors qu'on intervient pour les soutenir. Alors vous avez cité vous-même le plan Marshall. Est-ce que le gouvernement wallon, le gouvernement PCDH fait du bon boulot ? Mais sur le plan Marshall, en tout cas, il y a le prolongement. Vous savez, ça a commencé avec les contrats d'avenir pour la Wallonie et puis on est passé à différentes étapes du plan Marshall. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, 2.0. Donc ici, d'une part, on a confirmé les 6 pôles. Et ça, c'est très important parce qu'on avait ajouté le 6e pôle, le pôle Greenwind. Et vous savez que ça a été le 2e pôle pourvoyeur d'emploi, justement, avec énormément d'entreprises qui, notamment dans différents secteurs des nouvelles technologies vertes. C'est du bon boulot ou pas pour le moment ? Donc c'est du bon boulot. C'est du bon boulot dans l'économie pour l'instant. Il reste effectivement ce que vous soulignez, qui est de pouvoir transformer tout cela en emploi, c'est-à-dire de donner les moyens aux entreprises d'engager et de pouvoir passer dans des phases plus grandes. On voit qu'en Flandre, par exemple, il n'y a pas un plus grand taux d'entrepreneuriat, mais par contre des entreprises de plus grande taille. Et c'est ça qui nous manque pour l'instant. Parce que ce qui est assez cocasse, c'est que vos anciens collègues d'écolo, finalement, disent que la Wallonie marche en arrière, elle recule. Vous êtes d'accord avec ce constat ? J'ai lu les interviews, vous savez que j'essaye de rester un peu au-dessus de la mêlée, mais je pense qu'il parlait surtout au niveau environnemental. Et c'est vrai qu'ici... Fiscal aussi. Mais c'est vrai que je me le disais dans la voiture en venant vers vous, quelque part, à un moment donné, voilà, tout était opportunité pour faire aussi bien de l'argent d'ailleurs que de faire de l'économie, mais que de pouvoir aller dans les niches vertes. Ici, on a le scandale Volkswagen qui est gigantesque. De nouveau, c'est énormément de citoyens qui vont se retrouver en se disant, voilà, moi j'ai voulu apporter ma petite pierre à l'édifice pour sauver la planète et je me suis fait avoir par le constructeur. On sait que la saga des panneaux photovoltaïques a rompu aussi la confiance avec pas mal de citoyens qui se lançaient là-dedans et on a un sommet de Paris qui est existentiel parce que je ne sais pas si vous avez vu plusieurs séquences. Mais donc dire que la Wallonie recule, c'est pas vrai alors. Donc ça je laisse évidemment les acteurs travailler. Moi j'essaye de la faire avancer sur le terrain et puis après les acteurs politiques. Alors je fais une petite incise parce que c'est un des gros dossiers de cette rentrée, c'est la crise de l'asile, les réfugiés. Est-ce qu'il faut un parcours d'intégration obligatoire, Jean-Michel Javaud, pour les gens qui arrivent en Belgique et qui reçoivent le statut de réfugié? Il faut donner les moyens, en tout cas, à ceux qui permettent de faire ce parcours, de le faire. Il y a énormément d'associations sur le terrain qui permettent de pouvoir faire le parcours, d'apprendre la langue, de pouvoir avancer et de le faire. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on prend un peu les choses à l'envers. Je dois vous avouer que j'étais très choqué des propos d'hier. Par Wever.
Oui, parce que, enfin voilà, c'est pas vous que je vais le dire. Moi, vous avez plein de parents de copains qui sont venus il y a des dizaines d'années, ils sont venus tout seuls. Quand ils ont pu trouver du boulot, après, ils ont pu ramener leur famille, leur épouse et les enfants. Et ils ne prenaient pas de risque avec leur famille. Mais la question est de savoir est-ce qu'on doit se donner les moyens de les intégrer correctement. Je voulais juste dire, vous êtes parents tous les deux. Au moment où vous partez avec votre mari, avec votre épouse, avec les enfants, vous allez sur la mer, vous prenez le risque de les noyer, qu'à un moment donné, vous prenez le risque de faire des milliers de kilomètres. Quand vous partez, ce n'est pas uniquement pour avoir une meilleure qualité de vie, c'est parce que vous fouillez quelque chose qui est en danger. Dire que ce n'est pas vrai et qu'on fouille, qu'on va de plus en plus loin, c'est vraiment un scandale par rapport à ces familles qui prennent plein de risques par rapport à leurs enfants. Donc ça, c'est la première chose. Donner les moyens, oui, mais pas les obliger, c'est ça? Mais je pense d'une part qu'il faut les donner les moyens, il faut aussi qu'ils puissent, vous savez, ceux qui vivent pendant ce parcours-là avec les enfants. Donc à un moment donné, il faut pouvoir d'abord les accueillir, permettre de pouvoir les inscrire, après de trouver les meilleurs endroits. On est un petit peu dans l'improvisation pour l'instant. Vous savez, je pense que beaucoup de communes sont prêtes. Moi, je vois énormément de citoyens qui me contactent en disant, nous, on a envie de pouvoir faire quelque chose pour pouvoir accueillir. Est-ce temporairement? Est-ce durablement? Est-ce qu'à un moment donné, on espère qu'après la guerre, certains pourront rentrer ou pas? Parce que voilà, moi j'ai accueilli des familles tchétchènes à l'époque dans mon village. Il y en a qui sont restés, qui ont fait un magnifique parcours d'intégration d'eux-mêmes en allant dans la formation par le travail, puis en trouvant dans le logement. Mais on sait aussi qu'on ne peut pas concentrer à un moment donné parce que ça crée des tensions avec la population. On a besoin de pédagogie là-dedans et on a besoin de débat. Mais il ne faut surtout pas alimenter les racismes primaires. Alors on parlait justement de vos collègues écolos. Le parti écolo recule dans les sondages. On a un peu l'impression que vous attendez d'être au plus bas de l'échelle pour pouvoir rebondir et faire quelque chose. Comment est-ce que vous allez réagir finalement? Qu'est-ce que le parti va réagir? Alors d'une part, moi vous savez que je suis moins présent dans les bureaux politiques. Je suis toujours un petit bourgmestre dans ma commune. Je suis toujours écolo. Hein. Mais je suis toujours évidemment écolo et je pense que les questions restent plus que jamais d'actualité. Il y a eu un petit sursaut dans les derniers sondages qui sont parus récemment, même si ça reste timide et même si d'autres partis progressent plus vite. Mais je pense qu'il faut du temps. Moi, Vous croyez encore en ce parti? Moi, je crois encore dans l'écologie politique, en tout cas, dans tout ce qui sera vecteur. Alors, c'est vrai que dans l'écologie politique au sens large ou en écolo comme parti? Il y a deux choses. D'abord, je crois évidemment dans l'écolo parce qu'il y a plein de jeunes. Modestement, j'avais créé l'Académie verte à l'époque et on avait créé pas mal de structures et on a pas mal de jeunes qui sortent maintenant après des années de formation et qui sont prêts, qui ont la formation politique mais qui ont aussi leurs convictions. Vous le voyez aujourd'hui, les questions sont plus que jamais récurrentes parce qu'on parle de réfugiés qui fuient les guerres. Je vous assure qu'ils seront 10 fois plus nombreux, les réfugiés climatiques qui vont à un moment donné faire pression sur les débats ici. Il va falloir pouvoir anticiper ce débat-là. Par contre, je pense qu'Écolo doit pouvoir se centrer sur les thèmes sur lesquels on l'attend, c'est-à-dire systématiquement proposer, je ne pense pas qu'ils le font, je pense qu'ils trouvent une voie, une tierce voie dans l'opposition en ne critiquant pas tout. C'est là-dessus qu'il devrait changer. Mais je pense parfois que c'est bon de soutenir des bons projets et évidemment d'aller mettre le doigt sur ce qui fait mal. On sait bien qu'en gouvernance, en renouveau politique, on a besoin de s'améliorer. Ce n'est pas uniquement écolo d'ailleurs. On voit tous les partis. J'ai vu Laurette Onkeling sur une sortie sur le tirage au sort. On voit d'autres partis essayer d'innover. Mais il faut innover dans la représentation politique parce que beaucoup de citoyens s'en éloignent. Jean-Michel Javot, dernière question. Vous êtes un supporter acharné du Standard de Liège. C'est peu de le dire. Oui. Comment est-ce que vous jugez les débuts de votre nouveau président, Bruno Venanzi, qui est un proche à vous? D'abord, le nouveau président est un vrai ami. Il est comme moi. C'est-à-dire qu'il parle spontanément et sans filtre. Parce qu'il a dit des choses qu'il n'aurait pas dû dire, notamment sur les joueurs qui payaient des entraîneurs. Moi, je pense que Bruno, il parle comme ça et on ne pourra pas lui reprocher en tout cas de calculer ou bien de le faire sur le côté. Maintenant, il a toute une équipe avec lui. Alexandre Grosjean vient d'arriver, que vous connaissez, qui est le patron de la CCI de Liège-Verviers, qui quitte Proximus pour venir s'occuper dans la communication. Bruno probablement devra se mettre un peu plus au-dessus de la mêlée, mais je vous assure que tout ce qu'il fait le fait spontanément. Et je pense d'ailleurs que dans le monde du football, je suis un acharné du football, mais je le connais bien de l'intérieur aussi, je pense qu'il faut aussi assainir des bases financières du football. Pas de Coupe d'Europe pour le Standard cette année, un championnat belge mal engagé. Est-ce que financièrement, il y a une grosse épée de Damoclès quand même qui pèse sur les épaules du Standard? Alors, plus de Coupe d'Europe, puisqu'on a quand même fait quelques matchs. Et oui, mais en attendant, vous voyez Molde qui vient d'aller faire des scores incroyables chez des grandes équipes. Il y a quand même une manne financière qui vous échappe. Il y a une manne financière qui nous échappe, il y a les droits TV. On a la chance d'avoir probablement j'aime pas dire les meilleurs, parce que ça fait toujours, mais on a un public gigantesque, il y a 20 000 abonnés, donc c'est vraiment une base très très solide. Et il y a la marque Standard qui porte vraiment au-delà de Liège, qui est vraiment quelque chose de très très important. Donc c'est vrai que pour l'instant, le départ de Roland Duchâtelet, quelque part, ce n'est pas... et on sait que de bons joueurs qui avec beaucoup de valeur sont partis, mais j'ai beaucoup d'espoir parce qu'il y a des très très bons joueurs, il y a toujours une excellente académie et il faut miser sur les jeunes. Jean-Michel Javot, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci Martin, Merci à très bientôt.